Bonjour, bienvenue sur notre présentation de la loi de finances 2020 et de la loi de financement de la sécurité sociale. Je me présente, je suis Martin Schnapper, expert comptable chez Fid-Aquitaine, dont je suis le dirigeant. Et je vais vous présenter donc les principales mesures de la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, dans un webinaire que nous avons animé physiquement dans nos bureaux de Périgueux et de Bordeaux, en compagnie de nos partenaires Robin Duvier de la société Orpi et Cédric Guidouche de la société SwissLife. L'intérêt de cette présentation, c'est de vous présenter les principales mesures de la loi de finances 2020, qui n'est pas une loi de finances qui est très riche, et on en a extrait les mesures qui nous paraissent les plus importantes pour à la fois les entreprises et à la fois les particuliers. Donc, dans les mesures qui concernent la fiscalité des particuliers, vous allez voir arriver donc le nouveau barème donc, de l'impôt sur le revenu qui s'applique donc cette année. Vous savez qu'on a une année qui a été un petit peu mouvementée avec les gilets jaunes, et donc le gouvernement, après différentes mesures en faveur des bas revenus, a décidé de privilégier les classes moyennes et a donc modifié le barème de l'impôt sur le revenu en modifiant la tranche à 14%, qui a été ramené à 11%. Vous savez que dans notre système fiscal français, tout le monde bénéficie de la tranche à zéro. Une partie des contribuables, ensuite, en fonction de leur niveau de revenu, bénéficient de la tranche à 11%, puis à 30%, puis à 41% et 45%. Donc l'impact que ça a, c'est que tous les ménages qui sont fiscalisés, je vous rappelle que la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, vont voir leurs impôts qui vont baisser. Donc c'est la logique de ce système, et on verra avec des exemples que je vous ai mis tout à l'heure que cette baisse est modulée selon le niveau de revenu que vous avez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de cette particularité de la tranche à 14% qui est ramenée à 11%, l'ensemble du barème a été réévalué de l'indice des prix qui a été fixé à 1%, donc cette année, l'indice des prix calculé par l'INSEE hors tabac. Deuxième mesure qui est liée à la loi de finances, nous sommes passés, comme vous le savez, au prélèvement à la source depuis l'année dernière. L'impôt est prélevé pour les personnes physiques sur les salaires, pour ceux qui sont salariés, sur les retraites, pour ceux qui sont retraités, et sur les indemnités Pôle emploi, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi indemnisés. Pour les autres, c'est un acompte qui est prélevé sur l'impôt directement sur leur compte bancaire. Donc, bien entendu, comme le gouvernement a modifié le barème de l'impôt sur le revenu, il a modifié le prélèvement à la source, et donc les taux du prélèvement à la source ont été modifiés directement par l'administration fiscale et transmis aux tiers payants, c'est-à-dire les caisses de retraite, les employeurs ou Pôle emploi, et pour tous ceux qui sont en prélèvement, donc notamment les professions non salariées, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, le montant du prélèvement qui a été effectué sur les comptes bancaires a été réduit d'autant. Donc, quel a été l'impact de cette diminution du taux d'impôt sur le revenu dont je vous parlais à l'instant? Je vous ai mis ici quelques exemples. Vous voyez que, par exemple, pour un célibataire qui perçoit 2200 € de revenus par mois, il va avoir un gain d'environ 349 € en voyant son impôt passer de 2287 à 1938 €, ce qui fait un gain d'environ 15% à peu près de son impôt. Vous voyez que pour d'autres contribuables, on vous a mis un exemple, par exemple, à l'extrême, un couple avec 2 enfants qui gagne 5 500 € par mois, il va avoir un gain qui va être légèrement plus faible puisque le gain va être de 311 €, mais par contre, quand on ramène ce gain en pourcentage de l'impôt payé, le montant du gain n'est plus à peu près que 6% du montant de l'impôt global. Donc tout ça pour vous montrer que l'ensemble des contribuables vont avoir un gain sur leur fiscalité personnelle, mais que proportionnellement, ce gain ne va pas être le même selon que vous êtes un contribuable faiblement imposé et ou un contribuable fortement imposé. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, donc le barème est actualisé de 1% par rapport à l'an passé, et tous les plafonnements qui s'appliquent à l'impôt sur le revenu donc, sont actualisés de la même manière. Donc, par exemple, notamment, le gain maximum pour chaque part additionnelle, donc qui donne lieu à ce qu'on appelle le plafonnement des effets du quotient familial, est porté à 1 567 €, soit une actualisation de cette demi-part additionnelle du gain d'impôt. Dans la pratique, une modification qui est intervenue et qui est liée
à la mise en œuvre. Alors, je suis désolé, le slide est un petit peu important. On pourra, si vous le souhaitez, vous l'envoyer. Si vous nous envoyez vos communiqués, on pourra l'envoyer en PDF par mail. Donc, comme vous le savez, le prélèvement à la source n'empêche pas le contribuable d'avoir l'obligation de faire sa déclaration de revenus. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de contribuables avaient l'ensemble de leurs revenus qui étaient déclarés par des tiers, que ce soit leur employeur s'ils touchent juste un salaire, ou les banques s'ils touchent uniquement des revenus de capitaux mobiliers. Et donc l'administration fiscale met en place la possibilité que la déclaration soit tacitement validée dès lors que l'administration fiscale a connaissance de l'ensemble des revenus du contribuable, et donc le contribuable n'aura plus éventuellement à se connecter à son espace impôt.gouv.fr pour valider les chiffres de sa déclaration que l'administration connaît par ailleurs. Autre disposition que j'ai sélectionnée, comme je vous l'ai dit, nous avons fait volontairement un choix pour vous présenter un certain nombre de mesures qui nous paraissent les plus intéressantes. On ne vous a pas présenté dans ce webinaire des mesures qui sont anecdotiques ou qui touchent une toute petite partie de la population. Cette disposition, on a voulu vous en parler parce que c'est une disposition qui est importante, notamment pour les gens qui transmettent leur entreprise. Nous sommes une structure qui accompagnons beaucoup aussi les opérations de transmission d'entreprise. Et donc, on a voulu vous rappeler une disposition qui est importante, qui permet aux cédants d'une entreprise, lorsqu'il s'apprête à vendre les titres de sa société, de faire ce qu'on appelle un apport-cession, c'est-à-dire qu'il apporte ses titres à une holding nouvelle, il échange entre guillemets ses titres de sa société actuelle contre des titres de la société holding, et dans ce cadre-là, il bénéficie d'un report d'imposition dans certaines conditions, report d'imposition qui ne va s'appliquer que jusqu'au jour où il vendra les titres de la société holding reçus en contrepartie de cet apport. Pour bénéficier de la suspension de la plus-value, il fallait soit avoir réalisé l'apport 3 ans avant que la société holding recède les titres, ou alors si cet apport est effectué moins de 3 ans avant la cession, il faut s'engager à réinvestir une somme qui représente 60% du prix de cession par la société holding dans un délai de 2 ans. Et ce régime-là, qui est intéressant, a été modifié dans 2 dispositions. D'abord, c'est le cas de figure où la personne qui donne, c'est en général qui apporte, c'est en général le chef d'entreprise, qui a donc reçu, comme je l'indiquais, des titres d'une société holding en contrepartie de son apport, souhaite ensuite donner ces titres à ses héritiers. Et il y avait l'obligation pour les héritiers de conserver les titres de la société holding pendant au moins 18 mois. Et là, le législateur a modifié le principe pour faire en sorte que le donateur devra s'engager, faire en sorte que ses héritiers conservent les titres pendant 5 ans, si on est dans un apport-cession classique, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il a fait l'opération d'apport et l'opération de cession avec un délai de 3 ans entre les 2 opérations, ou alors l'héritier devra s'engager à conserver les titres pendant 10 ans si l'apport puis la cession est effectué dans un délai de moins de 3 ans et que la société holding s'est engagée à faire un réinvestissement de 60%. Donc on voit que cette disposition-là est une disposition qui rend un petit peu plus compliqué ou met plutôt des contraintes sur l'apporteur dans le cadre d'une opération d'apport-cession. À l'inverse, autant cette disposition est une contrainte supplémentaire, autant la deuxième modification qui a été votée par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances est une disposition qui ouvre des possibilités. La difficulté qu'on voyait avec nos clients, c'est que ceux-ci avaient parfois une difficulté à réinvestir 60% du prix de cession, qui est une somme assez importante, dans un délai de 2 ans. Je vous rappelle que cet investissement devait être fait dans une activité économique, soit directement, c'est-à-dire que la société holding exploite un fonds de commerce, ou de manière indirecte, elle crée ou elle achète une société qui exploite un fonds de commerce. Et il s'agit d'une activité économique. On ne pouvait pas, par exemple, ce qui a été la tentation de certains, réinvestir dans l'immobilier, un investissement immobilier. Ça n'est pas considéré comme une activité économique, c'est une activité civile, donc elle n'est pas éligible. Donc une des solutions qui était possible, c'était la possibilité qu'avait l'apporteur de réinvestir via des fonds communs de placement ou des sociétés d'épargne collective qui elles-mêmes vont se charger de réinvestir dans des titres éligibles. Concrètement, vous avez des sociétés de capital risque qui créent des fonds d'investissement spécifiques qui sont spécialisés là-dedans.
Et dans ces cas-là, la société holding qui a été bénéficiaire de l'apport peut racheter, souscrire à ces fonds d'investissement, et le fonds d'investissement, lui, doit lui-même remplir des conditions de réinvestissement. Et c'est justement ces conditions de réinvestissement qui ont été assouplies parce que justement, donc, on a donné un délai supplémentaire, un délai qui était de 2 ans, qui a été porté à 5 ans pour le fonds. Donc, ce qui permet dans ce cas-là d'avoir un réinvestissement sur une durée globale de 7 ans entre le moment où on a fait la revente des titres et le moment où on doit respecter la condition de réinvestissement. Je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais la fiscalité n'est pas toujours simple. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cédez une entreprise, pensez à cette opération d'apport à une société holding, suivie d'une cession par votre société holding à l'acquéreur de votre société, et vous avez des conditions pour réemployer qui sont assouplies en utilisant ce système-là. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que les cédants cherchent pendant grosso modo 1 an et demi à remplir par eux-mêmes cette condition de réemploi, et s'ils n'y arrivent pas, dans ces cas-là, ils se tournent vers des sociétés d'investissement qui leur permettront de remplir leurs conditions de réemploi. Il faut avoir cette disposition en tête, c'est une disposition qui est extrêmement intéressante et qui évite une fiscalité relativement lourde. En ce qui concerne les réductions d'impôts et les crédits d'impôt, une modification qui est significative, c'est la disparition du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, c'était un crédit d'impôt qui était extrêmement compliqué dans son mode de fonctionnement, comme je disais souvent en plaisantant, il faut presque être plombier pour comprendre le texte de l'administration fiscale. Donc ce texte était extrêmement compliqué dans sa mise en œuvre et dans sa compréhension, et donc le gouvernement a décidé de supprimer ce crédit d'impôt transition énergétique pour le remplacer par une prime forfaitaire qui sera versée par l'ANA, l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, aux ménages modestes. Donc, mais la définition, bien entendu, du ménage modeste est prévue par les textes. Donc, il y a un niveau de revenu à ne pas dépasser en fonction de la composition du foyer fiscal. Et dès lors que vous êtes considéré comme un ménage modeste, vous ne rentrez plus dans le dispositif du CITE, mais vous pouvez bénéficier, si vous faites des travaux d'amélioration de l'habitat, d'une prime qui sera versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et on vous a mis le lien du site du gouvernement sur cette prime rénovation. Disposition particulière pour les ménages intermédiaires, donc là aussi pareil, il faut remplir des conditions de revenus. Le CITE a été prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2020. Et quant aux ménages les plus aisés, le CITE a été carrément supprimé, sauf que, alors ça c'est la joie des débats parlementaires, dans le cadre des négociations à l'Assemblée nationale, on a quand même laissé le CITE uniquement pour 2 dispositions, si vous investissez chez vous pour un système de recharge pour véhicules électriques, ou si vous faites des dépenses relatives aux matériaux d'isolation thermique des parois opaques, c'est-à-dire des murs. Ce sont les 2 seuls cas de figure où un ménage dit aisé pourra bénéficier donc du CITE. Pour les autres, le CITE est expiré et n'existe plus. En matière de fiscalité aussi, on suit l'actualité. Vous avez vu les problématiques de féminicide en France, et donc le législateur a décidé de créer une réduction d'impôt spécifique pour les dons faits aux organismes qui luttent contre la violence conjugale, et donc une réduction d'impôt particulière à hauteur de 75% du montant des versements. Bien entendu, c'est plafonné comme les dispositions fiscales, donc là en l'occurrence 552 €, est appliqué donc pour tous les dons qui sont effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Comme toujours, pour la majorité des réductions d'impôts, le dispositif est temporaire et fait l'objet éventuellement de prorogation. On le verra tout à l'heure pour 2 ou 3 dispositifs qui arrivaient à expiration au 31 décembre 2019 et qui ont fait l'objet d'une prorogation. Une disposition particulière concernant la réduction d'impôt sur le revenu dite Madelin, c'est une disposition qui permet aux personnes qui investissent dans des PME, soit lors de la création, soit lors de l'augmentation de capital, de bénéficier d'une réduction d'impôt qui jusqu'à présent était de 18%. Un petit rappel, lors de la loi de finances de l'année dernière, il avait été voté une augmentation du taux de la réduction d'impôt pour la porter de 18% à 25%. Mais cette disposition était valable sous réserve que le gouvernement français obtienne l'accord de la Commission européenne. Comme vous savez, on est dans un système européen sur lequel l'Europe essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de distorsions de régimes fiscaux, et donc moyennant quoi un certain nombre de dispositions sont soumises
à l'accord de l'Europe et la France n'avait pas obtenu l'accord de la Commission européenne au titre de l'année 2019. Et donc, le gouvernement a refait voter un texte qui réouvre cette possibilité d'avoir une réduction d'impôt majorée et portée à 25%, mais là encore, toujours sous réserve de l'accord de la Commission européenne qui serait attendu pour le début de l'année 2020, mais nous l'attendons encore. C'est les joies de la fiscalité. Donc on ne sait pas si vous faites des réductions d'impôts, si vous souscrivez au capital de PME, si vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 18% ou une réduction d'impôt de 25%. C'est soumis au bon vouloir de la Commission européenne. Autre particularité concernant les réductions d'impôts, j'en parle, c'est assez important, c'est le dispositif de réduction d'impôt Pinel, qui est un dispositif qui permet d'obtenir une réduction d'impôt lorsque vous investissez dans un immeuble neuf. Jusqu'à présent, étaient visées les maisons et les appartements. Or, comme vous le savez, on a un problème de densification de l'habitat. Aujourd'hui, en France, on construit de plus en plus de pavillons dans des zones de plus en plus éloignées, ce qui pose des problématiques notamment de transport en commun et de gestion des infrastructures pour les collectivités locales. On perd des hectares d'espaces verts, de territoires ruraux, et donc la tendance aujourd'hui, c'est d'essayer de densifier l'habitat, et ça se voit par les modifications des PLU qu'on a au niveau des collectivités locales. Et donc le législateur en tire les conséquences en excluant les maisons d'habitation du dispositif Pinel. L'investissement ne pourra être fait que dans des bâtiments d'habitation collectif à compter du 1er janvier 2020. Alors c'est un petit peu dommage parce que les Pinel les plus rentables, entre guillemets, c'était ceux où vous êtes, entre guillemets, votre autoconstructeur, c'est-à-dire vous montez votre projet vous-même et vous faites vous-même appel à des entreprises et vous aviez en général un prix de revient du mètre carré qui était inférieur quand vous étiez, entre guillemets, votre propre promoteur par rapport à l'achat d'un appartement directement auprès d'un promoteur que vous payez en général plus cher au niveau du prix au mètre carré. Voilà, il faut le savoir. Donc pour l'année 2020, on peut encore faire de l'investissement Pinel pour une maison d'habitation, mais à compter du 1er janvier 2021, ce dispositif ne sera plus possible. Une modification aussi en ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu de Normandie. Comme je vous le disais, on colle à l'actualité de la société. Vous vous souvenez qu'à Marseille, on a eu des soucis avec des immeubles vétustes qui se sont effondrés. Donc l'année dernière avait été mis en place la réduction d'impôt sur le revenu dit de Normandie, du nom du ministre. En matière de logement, c'est souvent les ministres qui donnent leur nom aux mesures. Et donc cette réduction d'impôt permettait d'avoir l'équivalent de la réduction Pinel, mais pour de la rénovation d'habitats anciens. Alors il y avait des conditions, c'était notamment celles que on vous indiquait ici. Il fallait que ce soit dans un centre-ville éligible au dispositif donc, de rénovation des cœurs de ville. Il fallait aussi que la réalisation des travaux représente au moins 25% du prix total de l'opération, c'est-à-dire le prix total de l'opération, c'était notamment le coût de revient du bâtiment plus les travaux. Il faut qu'à la fin, le coût des travaux représente au moins 25% du prix total, bien entendu que le bien soit loué dans des conditions de loyer, et aussi qu'on ait une amélioration de la performance énergétique du bien, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un diagnostic avant et un diagnostic après les travaux pour s'assurer qu'on ait une amélioration d'environ 30%, au moins 30% de la performance énergétique du logement. On avait un petit souci, c'est que le périmètre des opérations au cœur de ville était un zonage à l'intérieur d'une commune, ce qui posait des problèmes de localisation de l'investissement. Et donc là, le gouvernement a simplifié les choses et on dit c'est l'ensemble de la commune, quel que soit l'endroit dans la commune où on est, c'est-à-dire que dès lors que la commune est définie comme une commune moyenne éligible à l'opération rénovation des centres-villes, l'ensemble des logements situés sur la commune, en centre de la commune ou en périphérie de la commune, éloigné du centre, l'ensemble des programmes, des opérations effectuées sur la commune sera donc éligible à la réduction d'IR de Normandie, ce qui simplifie et ce qui étend le champ d'investissement, le champ des possibles en termes d'investissement. Je vous rappelle que ça ne touche que des villes moyennes, d'accord, dont la liste est définie par décret. Autre extension, je vous parlais tout à l'heure que les dispositifs d'incitation fiscale avaient toujours une durée de vie qui était limitée. C'était le cas du dispositif Malraux, qui date de très longtemps, 28 ans, où Malraux était ministre de la Culture. Donc, c'est un système de réduction d'impôt qui est intéressant lorsqu'il s'agit d'immeubles à caractère historique, donc dans des centres-villes anciens, avec un dispositif très particulier où on peut avoir une réduction d'impôt très importante basée sur les travaux qui sont réalisés. Donc ce dispositif était arrivé à expiration au 31 décembre 2019
et il a été prorogé pour une durée de 3 ans. Autre réduction d'impôts qui a été cette fois-ci créée, toujours dans la même logique, on a besoin de construire du logement social supplémentaire et donc le gouvernement a mis en place une réduction spécifique lorsque l'on souscrit à ce qu'on appelle des foncières solidaires, c'est-à-dire des sociétés d'investissement qui vont créer du logement social. D'accord ? Donc il y a des critères à respecter par la société en question. Mais par contre, le montant de la réduction est assez important puisque vous avez droit à une réduction d'impôt qui est égale à 25% des versements effectués au titre des souscriptions éligibles jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, bien entendu, il y a un plafond des versements et en même temps, cette réduction est prise en compte dans le fameux plafonnement des niches fiscales. Donc là, il faut faire attention, il y a une petite simulation à faire pour essayer d'optimiser en quelque sorte le bénéfice de cette disposition. Voilà un petit peu les mesures qui nous paraissaient les plus importantes en termes de fiscalité des particuliers. Vous voyez que ce n'est pas une loi de finances qui est très novatrice en matière de fiscalité des particuliers. On voit bien la tendance, privilégier la rénovation du logement, privilégier le logement social et diminuer la fiscalité sur les classes moyennes. C'est les grandes orientations de cette loi de finances pour la partie fiscalité des particuliers. En ce qui concerne la fiscalité des entreprises, juste un rappel pour mémoire, en ce qui concerne les seuils d'imposition donc des entreprises, on a mis en place maintenant une actualisation triennale des seuils entre le régime micro, le régime réel simplifié et le régime réel normal. C'était l'année où il y a la revalorisation des seuils donc qui va s'appliquer pour l'année 2020, pour l'année 2021 et pour l'année 2022. Et donc les seuils seront réévalués à partir de 2023. Et donc on vous a listé ici dans ce diaporama tous les seuils qui s'appliquent aux entreprises micro-BIC, et puis ensuite les seuils qui s'appliquent micro-BIC, micro-BNC, et ensuite les seuils qui s'appliquent en matière de franchise, en matière de TVA et réel simplifié. Donc c'est juste les seuils qui font que vous basculez du régime de la micro vers le réel simplifié ou du réel simplifié vers le réel normal. Deuxième disposition en matière de location en meublé, donc qui est une activité commerciale. Donc la location en meublé, comme vous le savez, c'est un mode de gestion du patrimoine immobilier qui se développe beaucoup, tout simplement parce que la fiscalité de la location en meublé est plus favorable que la fiscalité des revenus fonciers. En revenus fonciers, le problème que l'on a, c'est qu'on a une base fiscale qui est relativement importante parce qu'on déduit assez peu de choses. Vous déduisez les intérêts d'emprunt, mais ils sont très faibles. Vous déduisez la taxe foncière, vous déduisez l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance garantie de loyer à payer et puis les frais de gestion, mais vous n'amortissez pas. Et donc, quand le loyer sert exclusivement à rembourser l'emprunt, l'opération ne génère pas de trésorerie, mais par contre, elle génère une fiscalité additionnelle, en ce sens que le revenu foncier tel qu'il est calculé va se retrouver taxé au taux marginal d'imposition, avec en plus la CSG et la CRDS. Donc la petite modification qui est intervenue dans le cadre de la loi de finances, elle fait suite à une décision du Conseil constitutionnel qui a jugé incompatible ou inconstitutionnel la nécessité pour être un loueur en meublé professionnel d'être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Dorénavant, on est loueur en meublé professionnel que lorsqu'on remplit deux des conditions, c'est-à-dire que les recettes brutes dépassent 23 000 euros et ces recettes brutes excèdent les revenus d'activité du foyer fiscal, c'est-à-dire que ces recettes sont supérieures aux autres revenus du foyer fiscal, aux revenus d'activité avec une précision. Les revenus d'activité, c'est les traitements salaires, les revenus des professions commerciales, non commerciales, artisanales, agricoles, mais aussi les retraites. Les retraites rentrent dans le calcul pour savoir si vous êtes à plus de 50% ou moins de 50% du revenu global. Et donc cette disposition supprime, donc ce texte supprime l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Je vous rappelle que l'intérêt de la location en meublé, c'est notamment la possibilité d'imputer sur le revenu global les déficits de l'activité de loueur en meublé. Quand vous êtes en loueur en meublé professionnel, le déficit est imputable sur le revenu global. Quand vous êtes loueur en meublé non professionnel, le déficit ne peut s'imputer que sur les revenus de la location en meublé non professionnel des années futures. C'est une distinction qui est relativement importante et je vous rappelle que le principal avantage de la location en meublé, professionnel ou non professionnel, c'est le fait que l'on peut amortir l'immeuble.
Donc, on a globalement une fiscalité de amortir l'immeuble et aussi déduire les frais d'acquisition, ce qui est aussi un avantage important. Donc, ce régime fiscal est beaucoup plus favorable que l'allocation à revenu foncier, l'allocation nulle qui est taxable en revenu foncier, d'où beaucoup de gens qui se précipitent. Et donc, moi, je crains personnellement que l'on ait à un moment donné une modification de la réglementation en matière de location en meublé non professionnel. Une particularité, un point de vigilance qu'on vous a mis en bas, c'est le risque d'assujettissement à cotisation non salariée des locations en meublé. Voilà. Donc, on a un souci dans l'interprétation du texte, donc l'article 155.4 du Code général des impôts, qui pourrait faire en sorte qu'un certain nombre de locations en meublé qui sont aujourd'hui hors du champ des cotisations sociales puissent éventuellement rentrer dans le champ, ce qui rendrait moins intéressant le dispositif de la location en meublé. Autre disposition qui a été modifiée, c'est le régime du suramortissement. Alors, vous allez voir que la modification qui a été introduite, qui est une extension du champ du suramortissement, est très particulière puisqu'elle vise essentiellement ce qu'on appelle les engins non routiers fonctionnant à certaines autres énergies autres que le GNR. Le GNR, c'est le gasoil non routier. On a une particularité, une de plus dans notre système fiscal français, c'est que le gasoil non routier, c'est-à-dire celui qui sert sur les chantiers pour les entreprises de bâtiments et des travaux publics, est nettement moins taxé que le gasoil que vous et moi, nous achetons à la pompe pour mettre dans notre voiture. Donc, il y avait un système de détaxation important sur lequel le gouvernement est en train de revenir en cause et nous verrons tout à l'heure quelle est l'évolution du taux de la taxe intérieure sur ces produits énergétiques. Et vous verrez que l'augmentation est extrêmement importante et pour compenser cette augmentation donc, de la taxe qui taxe le GNR, les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont obtenu une contrepartie, c'est la possibilité de suramortir, de bénéficier du suramortissement fiscal pour les matériels qui utilisent des carburants autres ou des énergies autres que le GNR. Donc en fait, c'est la carotte et le bâton. On vous augmente la taxe, mais en même temps, si vous investissez dans des matériels qui n'utilisent pas du GNR, dans ces cas-là, vous aurez un avantage fiscal qui correspond au suramortissement. Et vous allez voir que le suramortissement donc n'est pas neutre. Voilà, donc ça, c'est le matériel, la décision. Voilà exactement le montant du suramortissement. C'est quand même pour les entreprises qui sont des PME, les petites entreprises, donc PME, les PME, c'est quand même des entreprises qui ont une certaine taille, le suramortissement peut représenter 60% de la valeur du matériel. 60% de la valeur du matériel que l'on va déduire en plus du résultat fiscal. Donc ça ne change pas l'amortissement comptable, c'est juste un avantage fiscal qui est donné à l'entreprise sur lequel elle va pouvoir déduire 60% de la valeur du bien en plus. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, elle va amortir sur 160% de la valeur de son matériel et 40% si c'est une grosse entreprise. Donc ça, c'est quand même extrêmement important comme application, mais vous allez voir tout à l'heure que c'est le corollaire d'une mesure qui, elle, va coûter très cher donc, aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, avec sans doute un impact sur le prix de vente de ces travaux-là. En matière de bénéfices industriels et commerciaux, une disposition qui a été prolongée elle aussi, c'est le régime des jeunes entreprises innovantes. Alors, le régime des jeunes entreprises innovantes, c'est réservé à des entreprises qui dépensent en innovation, c'est-à-dire notamment essentiellement en salaire de chercheurs, un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc ce régime était arrivé à expiration, il a été prorogé pour 3 années supplémentaires et on vous a rappelé ici quels sont les avantages dont on bénéficie, donc notamment une exonération d'impôt sur les bénéfices total lors de le premier exercice, c'est de 50% pour le suivant. Alors ça, dans la pratique, les JEI que nous, on a suivis, on a assez peu d'impact parce que c'est quand même assez rare qu'une entreprise innovante soit bénéficiaire la première année. Donc cette exonération d'impôt sur les bénéfices, elle est quand même assez théorique. La deuxième, les moins, et la troisième, encore moins. La deuxième, c'est une exonération d'impôts locaux sur délibération. Vous savez que pour avoir une exonération d'impôts locaux, il faut à la fois que ce soit prévu par le texte du gouvernement, c'est-à-dire la loi que prévoit le Code général prévoit la possibilité qu'il y ait une exonération de taxes locales, donc CFE, CVAE et taxes foncières, mais il faut ensuite que la collectivité locale, sur son territoire où elle est compétente, décide de voter l'exonération locale. Il faut d'abord une autorisation prévue par la loi et ensuite une délibération pour que ça s'applique sur le territoire où est implantée l'entreprise. Par contre, assez souvent, les collectivités locales, par contre, votent ce type
davantage parce que ça a un caractère incitatif, ça incite les entreprises à s'implanter sur leur territoire, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi et donc très souvent, les collectivités locales votent ce type d'exonération. Par contre, l'exonération la plus intéressante, c'est une exonération majorée de cotisations sociales. Vous savez qu'on a en France un système de réduction pour les bas salaires. Et donc, les jeunes entreprises innovantes ont un barème d'exonération, dans le cadre de ce qu'on appelle la réduction Fillon, qui est plus important. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'impact. Et c'est pour ça que le régime de la JUI est intéressant. C'est plus pour ce troisième item que pour les deux premiers. Et donc, on voulait vous rappeler que ce dispositif est prorogé. De même qu'est prorogé le crédit d'impôt pour le métier d'art, qui est réservé aux entreprises qui ont le label Entreprise du patrimoine vivant, pour tout ce qui est les ouvrages uniques, c'est-à-dire les prototypes ou les petites séries. Et donc, ce crédit d'impôt est prorogé pour 3 années supplémentaires, comme le régime des JEI, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022. En matière d'impôt sur les sociétés, alors il y a juste une petite modification qui concerne que les très grosses entreprises, mais j'ai voulu quand même, malgré tout, vous reparler de l'impôt sur les sociétés parce que pour vous rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, la trajectoire descendante du taux d'impôt sur les sociétés. Quand vous êtes une PME, vous avez toujours, depuis des années et des années, une tranche à 38 120 euros. Alors, ne me demandez pas pourquoi 38 120 euros, je suis un peu curieux, mais c'est comme ça, c'est la loi, c'est pas moi qui l'a fait. Une tranche à 38 120 euros où le taux d'impôt sur les sociétés est limité à 15%. Et ensuite, après, si vous êtes une PME, donc un chiffre d'affaires d'entreprise à moins de 7,63 millions d'euros, là aussi 7,63, pourquoi ça n'a pas fait 8, pourquoi ça n'a pas fait 10? Bon, c'est pas toujours très simple en matière de fiscalité. Pour toute cette fraction-là, aujourd'hui, on avait une taxation à 28 ou à 31% en 2019, donc ce taux est à 28. Et ensuite, c'est là où je voulais attirer votre attention, le taux de l'impôt sur les sociétés va baisser en 2021 à 26,5%, puis à 25% pour les exercices ouverts en 2022. Voilà. Et donc, il en sera de même pour les entreprises moyennes et grosses. Simplement pour les grosses entreprises, celles qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, eh bien, la tendance sera plus lente que celle qui était prévue initialement. L'administration fiscale, le gouvernement a récupéré un petit peu de trésorerie en mettant des taux qui vont rester à 31 au lieu de passer à 28 et 27,5 ou de 26,5 pour uniquement ces grosses entreprises, donc celles qui ont 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je voulais surtout attirer votre attention, que vous l'ayez en tête, sur la baisse tangentielle du taux d'impôt sur les sociétés qui était à 33 un tiers à une époque pas si ancienne que ça et qui va descendre pour le taux marginal à 25% à partir de 2022. Voilà. Transmission des déficits en cas de fusion, juste un petit rappel, c'est une disposition un petit peu technique qui permettait, lorsque vous avez une fusion, notamment une société mère qui absorbe une fille qui a des reports déficitaires, le principe de base, c'est que les déficits reportables, c'est-à-dire les déficits subis par la fille antérieurement, étaient perdus en fait quand on fusionnait cette entreprise-là avec la fille, et donc c'était un frein à la réorganisation des entreprises. Et donc, depuis quelques années, on avait la possibilité, sur agrément, de profiter, de faire en sorte que les déficits de la fille qui était fusionnée bénéficient à la société absorbante. Voilà. L'inconvénient, c'est que c'était un petit peu lourd comme dossier pour bénéficier de l'agrément. Et donc là, le gouvernement simplifie un petit peu les choses en mettant notamment, en assouplissant les règles d'application. Et notamment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les déficits antérieurs qui font moins de 200 000 euros, sous certaines conditions, pourront être transférés sans avoir la nécessité de faire une demande d'agrément, ce qui est de nature à simplifier les fusions et à inciter aux réorganisations des entreprises. Crédit d'impôt et réduction d'impôt pour les entreprises. Juste une petite précision, et je voulais revenir aussi sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, qui est un dispositif qui est très intéressant pour les entreprises qui ont soit une activité de recherche, soit une activité d'innovation. En fait, le principe de ce crédit d'impôt, c'est que vous avez un crédit, comme on l'indique, qui est fonction des dépenses que vous faites en salaire pour les techniciens de recherche et les chercheurs que vous avez qui font des opérations pour le temps qui passe à ces opérations de recherche. Et donc, en fait, pour calculer la base du CIR et du C2I, on prend là le coût des salaires multiplié par les heures passées par les techniciens, chercheurs et les ingénieurs aux opérations de recherche, et on avait un forfait de dépenses de fonctionnement qui est égal à 50% jusqu'à présent. Donc concrètement, quand je dépensais 100 euros de dépenses de masse salariale au titre de la recherche, j'avais droit
à 50% de dépenses forfaitaires et j'avais donc une base de crédit d'impôt de 150 et cette base de crédit d'impôt sera ramenée désormais à 143, donc c'est une diminution donc des bases du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Par contre, le dispositif est intéressant et pensez à l'utiliser si vous avez une opération, si vous menez des opérations soit de recherche, soit d'innovation. Et ça, on peut vous aider sur la distinction entre qu'est-ce qui est des opérations de recherche, qu'est-ce qui est des opérations d'innovation, pour savoir que vous êtes bien dans le bon schéma, sachant en plus que vous avez la possibilité de faire, si vous n'êtes pas certain de la situation dans laquelle vous êtes, de faire un rescrit fiscal auprès de l'administration, c'est-à-dire vous interroger l'administration fiscale sur votre situation, sur l'opération que vous êtes en train de réaliser, et l'administration fiscale pourra vous confirmer si votre opération est éligible, s'il s'agit bien d'opérations de recherche ou s'il s'agit bien d'opérations d'innovation. Je passe ensuite à la TVA, sur lequel il y a quelques dispositions, notamment en ce qui concerne la TVA à l'importation. L'un des gros problèmes qu'il y a au niveau de l'Union européenne, c'est notamment le fait que beaucoup de biens entrent dans l'Union européenne et ne sont pas soumis à la TVA. Essayez d'acheter un bien sur Alibaba, par exemple, en Chine, ça vous est envoyé très rapidement de Chine, ça rentre en France, vous payez le produit sans TVA et il y a de fortes chances pour que la TVA ne soit pas liquidée auprès des douanes au moment où la marchandise arrive en France. Et ça, l'Union européenne considère qu'il y a une déperdition importante de recettes fiscales, mais ça crée aussi un différentiel, une distorsion de concurrence entre les entreprises européennes et les entreprises non européennes. Et ça, ce n'est pas tout à fait normal. Et ça, les administrations fiscales de tous les pays s'y intéressent beaucoup. Et donc, suite à la transposition de dispositions européennes, on a mis en place une obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques qui devront stocker un certain nombre d'informations sur les flux de marchandises. Donc ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'administration fiscale fait beaucoup de progrès dans le traitement de l'information et demande aux tiers de retracer les flux financiers, ou là en l'occurrence les flux physiques, pour essayer de savoir ce que deviennent les marchandises et savoir si la fiscalité est bien payée. On l'a notamment sur tout ce qui est les plateformes Internet, où les plateformes Internet doivent, dans certaines conditions, déclarer à l'administration fiscale les montants perçus par les utilisateurs de la plateforme dans des opérations de location, par exemple. On parle beaucoup des locations en meublé non professionnel Airbnb, ou sur lesquelles les plateformes de location, Abritel, Airbnb, devront déclarer à l'administration fiscale le montant des locations que le particulier a pu faire pour leur site. Et ainsi, en traitant cette donnée-là, l'administration fiscale pourra contrôler que monsieur Untel a loué sur Airbnb et a perçu X milliers d'euros par la location de sa résidence principale sur Airbnb et contrôler que cette personne-là l'a bien déclaré sur sa déclaration de revenus. Donc, on va vers un système sur lequel un certain nombre d'obligations sont mises à la charge de tiers qui ont l'information et qui doivent transmettre cette information-là à l'administration fiscale qui permettra à celle-ci de mieux contrôler les flux de marchandises et d'activités. En ce qui concerne la TVA intracommunautaire, la TVA internationale, il y a eu un gros paquet là, dans cette loi de finances où on a renforcé les obligations donc, des entreprises pour tout ce qui est la TVA intracommunautaire. Vous savez que, en ce qui concerne la TVA intracommunautaire, quand vous êtes une entreprise française et que vous commercialisez avec une entreprise qui est dans le territoire de l'Union européenne et qui est assujettie à la TVA, vous ne facturez pas la TVA sur les opérations que vous avez faites. Exemple, je suis une société française, je vends à un client allemand qui est lui-même assujetti à la TVA. Si mon client allemand me communique son numéro de TVA intracommunautaire, moi, entreprise française, je vais facturer hors TVA. D'accord ? Et il appartiendra à l'entreprise allemande de faire ce qu'on appelle l'autoliquidation, c'est-à-dire sur sa déclaration de TVA, elle va imposer ses acquisitions intracommunautaires et elle va déduire les opérations intracommunautaires. Jusqu'à présent, le défaut de réalisation de l'opération d'autoliquidation entraînait juste une amende de 5%. Et là, maintenant, deux conditions supplémentaires sont rajoutées pour que la TVA s'applique, l'exonération de TVA s'applique. Il faut à la fois vérifier que non seulement il ne faut pas se contenter de collecter le numéro de TVA intracommunautaire du client, mais il faut aller vérifier qu'il existe. Et donc, il y a un site ec.europa.ui qui est un site de l'Union européenne qui permet de vérifier que le numéro de TVA intracommunautaire est un vrai numéro de TVA intracommunautaire. Et il faut surtout que le fournisseur ait souscrit la fameuse déclaration d'échange de biens et de services avec toutes les informations requises. La déclaration d'échange de biens et de services est une déclaration douanière.
Et si vous ne faites pas cette déclaration douanière maintenant, vous serez privé du droit à déduction de cette déclaration TVA. L'exonération ne s'appliquera pas et qu'est-ce qui va se passer? Ben, un bien que vous avez vendu 100 euros sans TVA, ben, l'administration fiscale va considérer que c'est 100 euros de TTC et va redresser la TVA en dedans. Donc, vous voyez que le montant de la pénalisation est beaucoup plus important que l'amende de 5% que l'on avait précédemment. Ça, c'est une contrainte supplémentaire qui est mise en œuvre aux entreprises. Une deuxième nouveauté, et ça va beaucoup bouger pour tous les sites Internet, c'est les ventes à distance lorsque une entreprise du territoire français vendait à des particuliers dans un autre pays de l'Union européenne. Jusqu'à présent, il y avait un seuil qui était applicable, qui était relativement important, seuil de 100 000 euros par pays, qui pouvait être éventuellement ramené à 35 000. Chaque État faisait comme il voulait. Donc en France, c'était 35 000. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que je suis une entreprise française, je vends, ou alors on va faire l'inverse, je suis une entreprise italienne, je vends des produits en France à des particuliers, et donc dans la limite de 35 000 euros, j'appliquais la TVA italienne. Et au-delà de 35 000 euros de vente à des particuliers français, j'appliquais alors la TVA française. Tout ça, c'est complètement bousculé. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait suivre les ventes pays par pays et vérifier qu'on dépassait ou on ne dépassait pas le seuil qui pouvait être de 35 000 ou 100 000 euros selon les pays. Alors là, il y a un petit peu d'informatique au niveau des sites Internet et tous les sites Internet n'étaient pas forcément paramétrés comme il fallait à ce sujet. À partir de 2021, on change tout. Le seuil d'abord est abaissé à 10 000 euros et il s'apprécie au niveau de l'Union européenne et non plus État par État. Alors avant, on cumulait entre guillemets les seuils. Demain, à partir de 2020, c'est 10 000 euros. 10 000 euros en matière de commerce, c'est rien. D'accord? Donc ça veut dire que très rapidement, on va être obligé d'appliquer la TVA du pays destinataire dont je suis entreprise française, je vends à des clients allemands, et ben je devrais appliquer la TVA allemande et non pas la TVA française. D'accord? Donc, ça nécessitera d'adapter les sites pour notamment savoir vous êtes client de quel pays pour, avant, dans le panier, modifier le régime de la TVA qui s'applique et lui appliquer le taux de TVA allemand et non pas le taux de TVA français. Et après, comment ça va se passer? Eh bien, on va modifier les choses et donc ce qui va se passer, c'est que, alors ça c'est une autre disposition, autant pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un guichet commun sur lequel vous allez pouvoir déclarer la TVA de tous les pays de l'Union européenne. D'accord? Donc il y aura une porte d'entrée et on fera une déclaration de l'ensemble de la TVA. On déclarera en même temps la TVA allemande, la TVA italienne, la TVA belge, etc., etc. Donc de ce côté-là, on a baissé les seuils, mais on a simplifié les obligations déclaratives. La slide que l'on vous présente ici, c'est une modification du système du paiement de la TVA à l'importation. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'achat sur Alibaba en Chine d'un produit. Aujourd'hui, quand on importe un produit en provenance d'un pays autre que l'Union européenne, puisque si c'est l'Union européenne, c'est normalement la TVA intracommunautaire qui s'applique, la TVA est liquidée à l'entrée sur le territoire français par l'administration des douanes. Et donc, à partir de 2022, pour simplifier les choses, ce sera l'administration fiscale et non pas l'administration des douanes qui sera responsable de la liquidation de la TVA. Et on peut penser que vraisemblablement, cette liquidation de la TVA se fera comme la TVA intracommunautaire sur la déclaration TVA, la fameuse déclaration CA3, et qu'on déclarera, on liquidera à la fois la TVA intracommunautaire et à la fois la TVA sur les importations. Et donc, ce sera sans doute ce mécanisme qui sera mis en œuvre. On a encore près de 2 ans pour savoir exactement comment ça va se passer, mais la douane sera dessaisie de la collecte de la TVA à l'importation. Autre réforme un petit peu significative, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'elle est un petit peu technique, c'est la réforme de la fiscalité des véhicules. Alors, des véhicules, sous-entendu, de tourisme, qui sont à l'actif des sociétés. Comme vous le savez, lorsque vous êtes propriétaire ou locataire d'un véhicule de tourisme, vous êtes assujetti à différents régimes fiscaux particuliers. D'abord, d'une part, lorsque vous achetez un véhicule de tourisme que vous louez, en tant qu'entreprise, la TVA n'est pas récupérable, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule utilitaire. Dans la mesure du possible, si vous pouvez utiliser un véhicule utilitaire, c'est-à-dire 2 places, c'est plus intéressant pour vous parce que vous récupérez la TVA sur l'acquisition, la TVA sur le carburant, la TVA sur l'entretien, etc., etc. Toute la TVA est récupérable, ce qui n'est pas le cas avec un véhicule de tourisme, avec une petite dérogation pour le carburant.
Deuxième impact de la détention d'un véhicule de tourisme, c'est que l'amortissement du véhicule est plafonné et il est plafonné en fonction du nombre de grammes de CO2. C'est-à-dire que plus votre véhicule est polluant, plus la base de l'amortissement déductible est limitée. Donc ça veut dire que si vous achetez un véhicule très cher, eh bien, une grosse partie de l'amortissement de ce véhicule-là ne sera pas déductible parce que c'est un véhicule extrêmement polluant. Troisième taxe qui s'applique aux entreprises, c'est la taxe sur les véhicules des sociétés, qui est une taxe qui est annuelle et qui s'applique là aussi en fonction du nombre de grammes de CO2. Plus votre véhicule est polluant, plus vous avez un impact en matière de taxes. Et puis, il y a une quatrième taxe qui s'applique, elle, à l'acquisition des véhicules, c'est le fameux bonus-malus. D'accord ? Plus votre véhicule est polluant, plus vous avez un malus important. D'accord ? Et là aussi, on colle à l'actualité. Vous savez qu'il y a eu des modifications sur le régime d'évaluation du nombre de grammes de CO2, puisque tout le monde s'est rendu compte que le système de normalisation du calcul du nombre de grammes de CO2 qui était appliqué par l'Union européenne ne voulait rien dire, c'est-à-dire que personne ne roulait dans les conditions du test, et évidemment personne n'émettait le nombre de grammes de CO2 qui figurait sur la carte grise de votre véhicule. Donc l'Union européenne a changé les règles du jeu et a mis en place un nouveau test dont les conséquences sont évidemment d'augmenter le nombre de grammes de CO2 émis par tous les véhicules. Et donc, comme la fiscalité est fonction du nombre de grammes de CO2, mécaniquement, quand vous changez le baromètre et que vous augmentez la température, la fiscalité allait augmenter. Et donc, le gouvernement a tenu compte du changement de normes pour modifier les barèmes et les adapter à la nouvelle norme qui va s'appliquer. Et donc là, ça va jouer de la manière différente. Donc il y a une disposition des véhicules et donc le barème, ça c'est le barème du malus qui va s'appliquer. Le barème de l'amortissement, excusez-moi, le barème de l'amortissement a été revu pour tenir compte du montant du nouveau nombre de grammes de CO2. Et vous voyez que lorsque vous achetez un véhicule touriste, si vous l'achetez 50 000, vous avez, même si vous êtes à moins de 20 grammes de CO2, vous avez une quote-part du véhicule de tourisme qui n'est pas amortissable. Et si vous achetez un véhicule polluant, vous voyez que vous n'amortissez que sur la base de 9 900 € TTC en plus, puisque c'est le prix de revient du véhicule qui compte. Et comme on ne récupère pas la TVA, c'est le prix de revient TTC. Donc sur une grosse voiture qui pollue beaucoup, vous n'amortissez que 9 900 €. Autre disposition, donc c'est le malus. Donc jusque-là, le malus, donc pareil, on a eu au fur et à mesure du temps une évolution du malus qui s'est traduit par un renforcement du malus. C'est un moyen d'inciter les constructeurs, alors je ne parle pas des moteurs truqués, bien entendu, c'est un autre débat, mais d'inciter les constructeurs à produire des véhicules qui soient moins polluants. Et donc là, en l'occurrence, tous les ans, c'était modifié. Et donc là, on a augmenté le malus maximal qui passe pour des véhicules qui consomment plus de 184 grammes de CO2 à 20 000 € par véhicule. Il s'agit juste le malus, je ne parle pas du prix du véhicule, ça s'ajoute au prix du véhicule. Et donc là, en l'occurrence, comme je vous le disais, modification suite au passage à la norme, de la norme NDEC à la norme WLTP, avec une adaptation donc du barème du malus et qui sera applicable donc aux nouveaux véhicules. Et donc, vous voyez qu'on est passé d'une norme, dans l'ancienne norme, les 20 000 € s'appliquaient à 184 grammes, et avec la nouvelle norme, les 20 000 € s'appliqueront à partir de 212 grammes. Vous voyez l'impact de l'ancienne norme par rapport à la nouvelle norme. Voilà ce qu'on pourrait dire en matière de fiscalité des véhicules. Dans les autres dispositions qui m'ont paru être importantes de vous exposer, vous avez la généralisation de la facture électronique. La facturation électronique, c'est un sujet auquel Bercy réfléchit beaucoup et notamment regarde avec attention ce qui s'est passé en Italie parce que dans ce domaine-là, les Italiens ont été précurseurs puisqu'ils sont passés à la facture électronique depuis le 1er janvier 2019. Et en Italie, c'est très simple. Alors, passer à la facturation électronique pour tout ce qui est le commerce B2B, bien entendu. Si vous vendez des classes, par exemple, vous n'avez pas après à généraliser la facture électronique. Mais dans tout ce qui est commerce électronique, commerce B2B en Italie, aujourd'hui, la mécanique est la suivante. Vous êtes un fournisseur, vous voulez adresser une facture à votre client. Pour adresser cette facture, il faut qu'elle soit envoyée sous format électronique et qu'elle passe automatiquement par une plateforme avant d'être renvoyée chez votre client. Et là, bien entendu, l'administration fiscale a l'œil sur la plateforme. Donc, c'est redoutable. Vous ne pouvez pas envoyer une facture à un client
évidemment être payé si vous ne passez pas la plateforme sur laquelle l'administration fiscale a la vue. Curieusement, les recettes de TVA ont augmenté de manière assez sensible en 2019 en Italie. Et donc l'administration fiscale s'intéresse beaucoup à la facturation électronique et a prévu de la généraliser entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025 au plus tard. Donc là, on voit bien aussi, c'est un moyen pour l'administration fiscale de mieux contrôler les flux. Vous vous souvenez, depuis quelques années, l'administration fiscale est de plus en plus à l'affût des dispositifs permettant d'éliminer l'évasion fiscale. Ça s'est traduit notamment par les caisses enregistreuses. La disparition des caisses enregistreuses dites permissives, ou sur lesquelles on pouvait, avec une touche, une fonctionnalité, effacer de la recette en fin de journée. D'accord ? Donc ça, ces caisses-là sont interdites. Elles doivent être aujourd'hui, toutes les caisses électroniques doivent être en conformité avec la norme NF 525 qui proscrit donc les caisses permissives. Ça a été, depuis quelques années, l'instauration du fichier d'écriture comptable. Tous les logiciels comptables ont dû être adaptés pour pouvoir permettre de sortir le fichier d'écriture comptable, qui est un fichier que l'on transmet au contrôleur le premier jour. Dès qu'on a un contrôle, le premier truc que fait le contrôleur fiscal, c'est de vous demander le FEC, le fichier d'écriture comptable, et de vérifier que votre FEC est conforme. Et là, donc, en émettant des factures électroniques, ça permettra à l'administration fiscale d'avoir un contrôle sur toutes les opérations qui se passent. Vous avez noté d'ailleurs que dans certains secteurs d'activité, pour éviter les fraudes à la TVA, notamment je pense au secteur du bâtiment, on a mis en place l'autoliquidation. Quand vous êtes un sous-traitant et que vous travaillez pour un donneur d'ordre, lui-même entreprise du bâtiment, aujourd'hui, on ne facture plus de TVA. Qu'est-ce qui a été évité là? C'est éviter un cas de fraude assez fréquent, qui était du fait que le sous-traitant facturait au donneur d'ordre de la TVA, le donneur d'ordre récupérait cette TVA sur ses factures, payait le sous-traitant qui, lui, ne reversait pas la TVA à l'État. Dans ces cas-là, il y avait clairement une déperdition de TVA pour l'État, puisque le donneur d'ordre récupérait la TVA que le sous-traitant ne reversait pas. Et donc, depuis quelques années, donc, il y a un dispositif d'auto-liquidation dans le domaine de la TVA dans le bâtiment. Et ça, on sait que Bercy réfléchit un petit peu à généraliser dans le B2B cette auto-liquidation de la TVA. Donc ça, c'est important parce qu'en 2025, tous les logiciels devront être adaptés pour pouvoir générer des facturations électroniques. Je vous rappelle quand même qu'il y a déjà un secteur qui était déjà passé. C'est tous ceux qui travaillent avec la commande publique ou pour être payés dans le cadre de commande publique, on doit passer par le portail Chorus Pro, qui est un portail de facturation électronique. Quelques autres dispositions concernant des taxes diverses. Donc, justement, je voulais revenir dessus, le fameux GNR. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le suramortissement. Et donc, l'ancienne TIPP qui est devenue la TICPE, donc va fortement augmenter pour le gasoil non routier, puisque aujourd'hui, le taux de la TICPE est de 18 centimes par litre va passer à 37 centimes au 1er juillet 2020 pour passer à 50 centimes au 1er janvier 2021. Donc, vous voyez l'impact quand même, c'est que c'est une augmentation de 32 centimes. Imaginez ce que ça représente. Vous passez à la pompe et vous avez le prix de votre carburant qui a augmenté de 32 centimes en seulement un an. D'accord ? Donc, ça va être extrêmement important pour les entreprises du bâtiment et du travaux publics. Et ça va avoir très certainement un impact sur notamment le coût de revient et sans doute évidemment le prix des travaux qui vont être facturés par les entreprises qui vont être obligées de répercuter l'augmentation des coûts que va représenter cette variation de la TICPE. Autre disposition qui, là, cette fois-ci, concerne les transporteurs routiers de marchandises, qui justement avaient droit à une détaxe, entre guillemets, de cette TICPE, détaxe donc qui est réduite à partir de maintenant de 2 € par hectolitre pour toutes les entreprises qui utilisent du gasoil. En fait, c'est pour les poids lourds, les véhicules de plus de 7,5 tonnes, qui font du transport routier de marchandises. Et donc là, forcément, là aussi, un impact, moins de récupération de taxes et donc augmentation des coûts de revient. Il faut l'avoir en tête si vous êtes entrepreneur de transport ou si vous travaillez avec le transport, il y aura un impact sans doute sur le coût de revient et les prix de vente du transport. En ce qui concerne les impôts locaux, dans la droite ligne les dispositifs sur la revitalisation du commerce en milieu rural et les opérations de rénovation du cœur de ville, la possibilité pour les collectivités locales d'exonérer donc les propriétés bâties de CFE, de CVAE ou de taxes foncières
Donc, dans des zones de commerce, de revitalisation du commerce en milieu rural, donc là aussi, pareil, les zones ont été définies, il y a un arrêté, vous êtes dans une commune qui est éligible ou pas dans une commune éligible, et vous êtes donc, la collectivité locale peut voter ou ne pas voter la mesure. Et pareil, toujours les mêmes qu'on a vus tout à l'heure pour le dispositif de Normandie, les opérations qui ont conclu une opération de revitalisation de territoire pour les centres-villes. Et donc, ça s'appliquera pour les opérations, les impositions, excusez-moi, établies au titre des années 2020 à 2023. Voilà, ce sera peut-être prorogé en 2023, mais pour l'instant, ça ne vise que les 4 années 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc ça, on vous a mis, le support sera à votre disposition. Donc les entreprises qui sont éligibles, donc c'est essentiellement les petites communes, vous voyez, communes de moins de 3500 habitants dans une agglomération de moins de 10 000, une aire urbaine de moins de 10 000 habitants, et donc petites entreprises, chiffre d'affaires inférieur à moins de 2 millions d'euros et moins de 11 salariés, donc c'est les petites entreprises qui pourraient être concernées par cette exonération de taxes foncières. Pareil pour les cœurs de ville, donc d'autres dispositions qui sont applicables à ces entreprises-là. Je vais passer rapidement pour vous parler d'une mesure phare de la loi de financement sur la sécurité sociale, qui n'est pas une loi très très importante. C'est la reconduction, on n'en a pas énormément parlé, de la prime Macron. La prime Macron a été reconduite, toujours dans les mêmes dispositions, donc réduction d'impôt, prime pouvoir d'achat exonéré de 1 000 euros. La seule particularité par rapport à la prime de l'année dernière, c'est la nécessité qu'il y ait dans l'entreprise un accord d'intéressement. C'est soit un accord d'intéressement existant, soit la nécessité, si vous voulez verser la prime Macron, de mettre en œuvre un accord d'intéressement. Donc ça réduit très sensiblement le cœur des possibles, mais ça mérite de réfléchir. Alors, pas forcément spécifiquement pour la prime Macron, mais moi j'ai tendance à considérer que la mise en œuvre d'un accord d'intéressement, c'est ce qu'on a fait pour nous au niveau du cabinet, jumelé éventuellement avec un plan d'épargne d'entreprise dans lequel on fait un abonnement, est un outil de fidélisation des équipes. Dans un monde sur lequel il faut s'attacher les compétences, la mise en place d'un accord d'intéressement avec éventuellement un plan d'épargne d'entreprise et un abondement peut être intéressant. Alors, je dirais que la possibilité de faire la prime Macron est une petite cerise sur le gâteau, avec, comme on l'indique ici, une date de versement entre le 1er janvier 2020 et le 30 janvier 2020. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la loi de financement de la sécurité sociale. J'en ai terminé pour ce qui est des principales dispositions qui sont applicables aux entreprises et aux particuliers. On reste à votre disposition, bien entendu, pour les dispositions complémentaires. Et si vous avez des questions sur ce dispositif, donc vous avez nos coordonnées sur notre site internet, donc fidaquitaine.com. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur cette loi de finances ou d'autres demandes concernant votre entreprise, votre fiscalité, l'organisation. Donc, on est une structure un peu spécialisée sur l'accompagnement des TPE et des PME de sa création jusqu'à sa cession. Vous aurez dans la suite du slide donc une présentation des dispositions de la loi Pacte qui a été faite par Swiss Life, notamment la réforme du plan d'épargne retraite qui permet d'avoir un certain nombre de dispositions spécifiques et d'optimiser le plan d'épargne retraite. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question éventuelle. À bientôt sur notre site internet, à bientôt sur un prochain webinaire. Merci beaucoup.